Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Moi, je suis debout ce matin, c'est grâce à lui. Et je capitalise donc le souffle de vie que Dieu m'a donné aujourd'hui en échangeant et en parlant avec vous et avec vous toutes. Toutes celles de ceux qui nous suivent, bien entendu. Et comme je vous le dis tous les jours, je n'aurai pas la prétention de dire ici que je parle pour tous les Camerounais. Non. Je n'ai pas cette prétention. Je parle pour les Camerounaises et les Camerounais qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Et je ne parle même pas pour toutes celles de ceux qui souffrent. Non, non, pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui souffrent au Cameroun, qui vous disent que Paul Biya est bon. Il faut qu'il reste encore là. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Mais, ils font campagne pour Paul Biya. Et ils viennent nous demander de les soutenir. Oh, grand frère Nouma, je t'appelle là parce que j'ai un petit projet là. Vraiment, je veux vendre, je veux ouvrir un salon de coiffure, je veux vendre les poissons, aide-nous. Mais entre temps, tu portes la tenue du RDPC, tu vas manifester. Tu te fous de qui? De nous ou de toi? Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas parler pour toi, je ne parle pas pour toi. Tu te sens bien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons décidé de cibler nos aides. Nos aides sont ciblées parce que nous vous connaissons et nous vous voyons. Donc nous aidons ceux après une enquête. Ce n'est plus que tu m'appelles, oh grand frère, je vais faire ceci, on envoie 300 000, oh grand frère, je vais faire ceci, l'association se mobile. Non. Là maintenant, on investigue. Même quand tu vas faire un enfant dehors, en allant faire l'enfant, il faut te rassurer que le père de l'enfant, là où tu vas coucher là, est capable de s'assumer. On ne va plus aider ici que tu es bloqué à l'hôpital, on vient, non, non, non. En partant, l'enfant dure 9 mois dans le ventre. Ça fait 32 ans que je parle. Tu as eu le temps d'observer ton environnement. Il y a les préservatifs. Il y a le planning familial. C'est pas moi qui dis ça. Mon père, Ange Ebogo Emeran, l'un des meilleurs artistes camerounais, te parlait déjà de toi. Du planning familial, au Bilmona-Monaboum. Il parlait déjà de ce planning. Donc si tu vas aujourd'hui, tu vas te faire bloquer à l'hôpital parce que tu n'as pas d'argent. Alors avant de partir là-bas, tu as eu le temps d'aller dormir, de te faire draguer ou alors d'aller faire ton business, de concevoir et de te faire bloquer à l'hôpital. Nous condamnons le blocage des femmes dans les hôpitaux. Parce qu'un pays bien organisé, on n'a pas besoin de bloquer les gens, des femmes dans les hôpitaux parce qu'elles sont allées donner la vie. Certaines perdent même la vie en donnant une vie. Je condamne ça. Mais tactiquement et stratégiquement, pour un être normal, quand tu sais que il y a Monique Koumaté qui a vécu la même chose à l'hôpital. Devant l'hôpital, on a refusé de l'accueillir. Elle est morte avec les jumeaux dans le ventre. Devant ses parents et devant l'hôpital. Tu as vu ça. Organise-toi donc. Avant d'accoucher, prépare-toi pour ne pas te retrouver dans les mêmes conditions. Il faut savoir, la vie est une question de calcul. La vie est une question de tactique, de stratégique, de méthode. Rien ne se fait sans stratégie.
Donc, nous avons décidé de ne plus aider les gens n'importe comment ici. Si vous voulez rester confisqué dans les hôpitaux, restez là-bas. Vos maris vont sortir, comme disait un homme politique au Cameroun, allez chercher vos parents qui viennent me rejoindre. On manifeste pour l'intérêt de nos enfants. En allant faire maintenant des enfants, demandez à vos maris de se mobiliser pour manifester, pour que les lois changent. On passera pas, à force de vous aider comme ça, on encourage, le laxisme, on encourage la médiocrité du système, on encourage la paresse, on encourage le laisser-faire. On va encore faire comment? Quand tu as un problème, mais tu sais comment faire, il faut appeler Nouma. Il faut appeler la diaspora. Il faut appeler vos parents qui sont ici, qui se débrouillent. Alors que ces parents que vous voyez là, quand ils vous envoient $1, ça veut dire qu'ils ont enlevé ça dans une facture de téléphone qui ne sera pas payée à temps. Parce qu'il t'a envoyé $50. Et toi là-bas, tu méprises les $50. Tu dis que c'est tout ce que tu m'as envoyé. On t'envoie $100, c'est tout ce qu'on m'a envoyé. On t'envoie $20, c'est tout ce qu'on m'a envoyé. Alors que tu n'arrives pas à les avoir là-bas au pays. Vous allez sortir le moment venu, ou bien avant ce moment-là, pour aller manifester, pour que le jour où vous êtes à l'hôpital, vos femmes ne soient pas bloquées. Pour que toi qui es bloqué à l'hôpital avec ton enfant, le jour où il arrive un problème, tu sauras que ton mari sera là pour répondre. Ne comptez plus sur vos frères. Quand vous allez vous faire enceinter, ne comptez pas sur vos tantes, sur vos frères aux États-Unis, en Europe. Comptez sur vous-même, parce qu'en allant le faire, vous savez sur quoi compter, n'est-ce pas? Vous ne faites rien pour nous aider. À peine même vous appelez pour dire bonjour. Vous appelez seulement pour demander, pour soumettre vos problèmes. Vous vivez dans la merde, c'est vous qu'on prend, on met sur les motos. C'est vous qui allez manifester pour soutenir les membres du gouvernement. C'est un chef traditionnel pingouin, Maboya, Waya Waya. C'est un motoman, même chose. On vous prend, c'est vous qui mourrez en route. Vous avez tout un pavillon à l'hôpital, le pavillon des Bensikineurs, les pieds coupés, les têtes cassées, les yeux percés. C'est vous qui êtes là-bas. Et c'est vous qui soutenez, mais c'est vous qui voulez de l'aide ici. Non. Notre aide va être maintenant conditionnée. Ça va être comme l'aide, des banques internationales. Elle est conditionnée. Oui, monsieur. Donc nous allons donc nous battre ensemble pour chasser ce système-là qui vous soumet. Donc, moi, je ne veux plus ici fonctionner comme ça dans notre organisation. J'ai d'ailleurs dit ça à mes collègues. Nous nous sommes retrouvés. Je leur ai dit, voilà, maintenant, nous allons voir qui aider les cas de maladie. Oui, monsieur. Et pas de maladie que tu es tombé malade hier. Les cas de maladie, qu'on se rend compte que tu es là-bas depuis un certain moment. On retourne voir depuis quand tu es à l'hôpital. Maintenant, celles qui accouchent là, qui vont à l'hôpital, se faire bloquer là-bas, ne m'appelez pas. Ne m'appelez plus. Vous ne faites rien pour aider la lutte. Restez bloqués à l'hôpital. Restez là-bas. Vos maris sont là-bas, qu'ils se débrouillent. Quand ils seront fatigués de vous voir bloqués dans les hôpitaux, ils vont sortir et manifester. Vous êtes tellement nombreux à avoir vos femmes bloquées à l'hôpital, vous allez sortir pour aller manifester. Vous êtes tellement nombreuses que vous allez demander à vos maris, non, à un certain moment, mon chéri, je ne peux pas passer toute ma vie à demander que nous m'envoie le lait, on m'envoie les couches, on m'envoie ceci, ou que mes parents en France fassent ceci, que ma cousine en Belgique, que je l'appelle, que mon oncle en Corée, que mon oncle en Russie, ma belle-sœur en Ukraine, et ainsi de suite, un peu partout aux États-Unis, en Chine. Non, vous allez apprendre à faire comme les enfants du Burkina, comme ceux du Mali, comme ceux du Niger, comme ceux du Sénégal, comme ceux du Gabon et comme dans d'autres pays. Il va falloir à un certain moment que chacun d'entre vous se réveille. On ne peut pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas une génération digne d'être une génération de Omniobé. Dans notre pays, le Cameroun, la génération Omniobé se reconnaît. La génération Ernest Wandji, elle se reconnaît. Roland Momier, elle se reconnaît. Donc vous ne vous reconnaissez pas dans cette génération-là, vous devenez une génération, si vous n'êtes pas des générations, la génération des mendiants et des mendiantes, vous êtes des générations des tchélés comme vous vous appelez. La génération des réseaux sociaux à la con. Vous passez tout le temps à demander. Il faut que ça s'arrête à un certain moment. Donc ne m'appelez pas, n'envoyez aucun mail, n'envoyez aucun message dans ce sens-là. Appelez-nous pour dire voilà, nous préparons la résistance. Pour qu'on arrête d'être mendiant dans un pays aussi riche que le Cameroun. Va falloir faire quelque chose dès maintenant. Ok, très bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vais donc partager ce matin avec vous
un rappel et une publication qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Je vous en parlais il y a de cela quelques jours du contre-amiral Mondoa. Mondoa, c'est un militaire, un général de pacotille, il faut le préciser comme ça. Il n'a fait aucune guerre nulle part, il n'a rien réformé du tout, il a détruit l'armée, il a contribué à la destruction de l'armée. Tout ce qu'il sait faire, c'est épouser les femmes. Il en a au moins 7, il y a une qui est partie, elle était commissaire. La dernière qu'il a épousée est l'enfant d'un chef traditionnel quelque part. Dès qu'il vient chez toi, il achète le terrain, il arrache le terrain et prend ta fille. La dernière qu'il a récupérée, je pense qu'elle a à peine 30 ans. Et lui, il est dans la catégorie des bias. Des gens dans l'âge normal, ils ont 115 ans. Parce que les nez verts, vous comprenez que nos parents qui sont nés verts, il fallait mettre la main comme ça. Quand tu touchais l'oreille, les parents pouvaient définir ton âge. 10 ans, 8 ans, 15 ans. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas des actes de naissance fiables. On faisait comme ça. Donc les gens comme les Moudouans sont des gens qui ont dépassé la centaine. Et qui détruisent les vies. À tous les niveaux. Alors, nous parlions donc la semaine, il y a de cela quelques semaines, du braquage qu'il y a eu, du cambriolage qu'il y a eu dans ces bureaux le 21 décembre 2024. Et ce cambriolage qui a voulu que les bandits en question, très bien organisés, ont emporté avec eux près de 80 millions, au moins 80 millions de francs CFA, les lingots d'or, des bijoux dans un bureau. Dans le bureau du capitaine de corvette. Ce cambriolage a eu lieu dans le bureau du capitaine de corvette Nkoumou à Konon, alias Marimar, comme ses collègues l'appellent. Elle est la SP, la particulière, du contre-amiral Mondoa, Jean. C'est elle qui gère tout le secrétariat. Comme vous comprenez, SP, secrétaire particulière, donc c'est elle qui a le contrôle de tout ce qui se passe dans les environs, à l'intérieur. Et je rappelle très bien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que cet endroit-là est l'un des endroits les mieux sécurisés à Yaoundé. Je ne vous parle même pas du camp, est l'un des endroits les mieux sécurisés. Et j'ai également précisé que ceux qui constituent la garde rapprochée du contre-amiral Mondoa, au-delà de son tribalisme aigu, viscéral, connu de tous, ce sont les membres de sa famille en majorité qui sont. Les membres de sa famille. Donc, d'après les dernières informations, après les investigations, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on soupçonne donc que Tomo, qui est le neveu du contre-amiral Mondoa, et qui est aussi son chauffeur, c'est lui qui est à la base de ce vol. Alors, je tiens à vous rappeler que le commandant de la sécurité de Mondoa, celui qui s'occupe de sa sécurité, un certain Serge Zang, est son petit frère direct. Le petit frère, vol en famille, cambriolage en famille. Vous comprenez? Donc le neveu, qui est le chauffeur, est soupçonné parce qu'on a affecté tout le monde. Le neveu refuse de partir parce qu'il sait très bien que s'il a pu faire ce vol-là, c'est avec la complicité du petit frère du patron. Le petit frère du patron qui est le commandant Serge Zang. C'est lui qui s'occupe de toute la sécurité. Il s'appelle Serge Zang. Celle qui est capitaine de corvée, Nkoumou, Akono, Marimar, des gens de la même région, les petits Benanga. Celui qui est accusé d'avoir volé s'appelle également Monsieur Tomo. C'est lui. Il est neveu et c'est lui aussi qui est le chauffeur du contre-amiral. Le vol en famille, le cambriolage en famille. Je vous ai cité là quelques-uns parce que ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif de cette publication, c'est de vous ramener à la présidence de la République du Cameroun. Parce que, d'après les dernières informations que nous avons reçues, depuis un moment, mais j'attends déjà d'abord collecter un maximum d'informations avant de partager avec vous. D'après les informations de l'Agence fédérale des investigations, nous sortons donc de la marine. Nous nous orientons à la présidente de la République. Vous allez comprendre le lien entre la marine et la présidente de la République. Le contre-amiral Mondoa est le patron de la marine, le chef d'état-major de la marine nationale de notre pays. Son petit frère est son patron
de la sécurité et le patron de la sécurité qui encadre le contre-amiral Mondoa. Donc c'est son petit frère qui s'occupe de cette sécurité-là. Son nom, Serge Zan. C'est lui qui s'occupe de toute la sécurité. Celui qui a volé là, soupçonné de voler, c'est son neveu, chauffeur et voleur et cambrioleur en même temps. Il est le neveu du contre-amiral Mondoa. Donc le braquage, le cambriolage, le vol, les détournements, les abus en famille. Pourquoi le lien avec la présidence? D'après l'Agence fédérale des investigations, il apparaît donc qu'il y a eu un coup d'État contre Paul Biya qui était en préparation, en gestation. Et l'homme qui était en charge de ce coup d'État-là, en gestation, est le fils du contre-amiral Mondoa. Il s'appelle Mondoa Jean-Yves. Il était donc le commandant de la brigade antiterroriste à la présidence de la République, qui dépend directement de la GP, la garde présidentielle. Mondoa Jean-Yves. Il a porté commandant le 1er janvier. Il était le capitaine Mondoa Jean-Yves. Comprenez donc que les capitaines ont le vent en poupe. Et tout récemment, c'était le capitaine Efoudou, qui est en ce moment recherché. Il a été désigné comme déserteur. Il est recherché pour d'autres raisons. Lui, il est déjà au quartier, on ne le retrouve pas, il a été reversé. Il était, lui aussi, de l'autre côté, le patron, le capitaine, chef de la cellule enquête à l'état-major. Donc, c'est le bureau enquête du président de la République. C'est le garçon là qui s'occupait de ça. Et Foudou. Lui aussi, il est recherché. Celui-ci, c'est Mondoa Jean-Yves. Tentative de coup d'État en préparation, en gestation. Celui-ci a fait toutes les écoles militaires. Il a fait les écoles partout. Il a porté commandant le 1er janvier. Il n'a pas eu le temps de célébrer parce que ça commençait déjà. La fête n'a pas été très très bonne. Avant même ça, il n'y a pas très longtemps, il y a un enfant qui est mort chez lui là. Un petit enfant de 7 ans. Tantôt on dit que c'était son fils, alors qu'il vit, on dit on ne voit aucune femme là-bas chez lui, où il est pédé, où il est sodomiphiomane, où il est zoophile, c'est-à-dire qu'il couche avec les animaux. On n'en sait pas trop. Mais on apprend qu'il a perdu un enfant de 7 ans qui est mort. Mes éléments sont aussi en train d'investiguer là-dessus. Parce que il faut toujours investiguer et garder les archives. On ne sait pas comment cet enfant est mort, quelles sont les raisons. Vous vous souvenez aussi qu'il n'y a pas très longtemps, c'est celui qu'on appelle Evinando, qui perdait son fils, qui était mort. Lui-même tout récemment a attrapé une crise cardiaque pour des raisons, entre autres, celles que je vous ai données la dernière fois. Donc les enfants meurent toujours de façon bizarre. Et comme je vous ai dit, beaucoup vont suivre au courant de cette année. Il y a les épouses qui partent, il y a les maris qui sont morts, il y aura d'autres aussi avec leurs enfants qui vont partir au courant de cette année. Mais là, ce n'est pas le sujet. Je suis en train de vous ramener là vers le lien entre le contre-amiral Mondoa Jean et son fils de l'autre côté, Jean-Yves Mondoa, qui a porté capitaine il y a plusieurs années maintenant, il a porté commandant le 1er janvier, a donc été débarqué de son poste de commandant de la brigade antiterroriste. Soupçon de préparation d'un coup d'État contre Biya Mivanda. On l'a un peu mis de côté pour le moment en surveillance. On ne l'a pas encore reversé, mais il est sous surveillance. Ok. Pourquoi je vous parle de ça? Ce n'est pas un coup d'État gratuit, c'est un coup d'État organisé, même avec la complicité de Raymond Abondo. Vous allez comprendre. Bokor, qui est le commandant de la garde présidentielle, est complice de ce coup d'État. Parce qu'il faut avoir une vision objective et réaliste des événements et de la gestion des hommes. Parmi les généraux de notre pays, le contre-amiral à lui tout seul a entre 15 et 30 personnes de sa famille directe dans l'armée camerounaise. Ce n'est pas ça qui fait problème.
toute la famille peut même être dans l'armée, ça ne me dérange pas. Mais c'est des conditions. C'est comment sont-ils entrés dans l'armée. La première option, c'est le favoritisme. D'autres, ils gèrent des structures dont ils ne peuvent même pas faire un rapport écrit. Mais sont des capitaines, sont des commandants, sont des lieutenants. Donc, l'important pour moi ici, ce n'est pas condamner le fait que les enfants d'une même famille deviennent des militaires. Ils peuvent devenir tous des médecins, des ingénieurs dans une même famille. On ne peut pas reprocher ça. Mais ce qui est dangereux ici, c'est le favoritisme. Le contre-amiral Mandoua, dans un pays normal, devait avoir une enquête contre ce monsieur. Favoritisme, détournement de fonds, braquage des caisses de l'État, abus de pouvoir et trafic d'influence. Il a ses sœurs à Paris, les sœurs de Mandoua. Il y a Marion, Jeannette, je pense, un Tolo, quelque chose comme ça. Jeannette Ntolo, qui a au moins 4 enfants. Tous sont dans l'armée. Capitaine, lieutenant, commissaire de police, tous sont là-bas. Toujours le favoritisme. Mais vous allez voir que les enfants des autres sont calés et recalés pour des raisons bidons. Tu n'as pas corrompu. Mais ceux-ci sont la plupart, je n'ai pas dit toutes, il y a d'autres qui méritent certainement. La plupart des enfants de Mandoua, ou les enfants de ses soeurs, ses nièces, les enfants de ses copines, à lui tout seul comptabilise au moins plus de 250 personnes dans cette armée. Quand je vous le dis, vous pouvez compter sur moi que dans les jours à venir, je vais vous présenter la liste de tous ces enfants-là. Poste, grade, parcours et diplôme. Je suis en train de vous annoncer là ce qui se passe en ce moment. Que Mandoua, lui tout seul, ils sont partout. Sa propre femme, l'une de ses femmes, aujourd'hui c'est la première, l'une de ses femmes est députée, toujours derrière Kava Ege Djibril. Donc il a positionné ces gens un peu partout pour se préparer dans ce coup d'État. Alors, que ce soit un coup d'État organisé, que ce soit ces sœurs, tu posais la question, ces sœurs-là vivent là-bas en Normandie, mais quand là-bas, ils sont là-bas. Je vais revenir de façon détaillée. Je vous fais là un petit ramassis, un petit résumé de ce qui se passe. Parce que je suis peiné, embêté, de savoir qu'il y a des Camerounais méritants qui sont au quartier avec des diplômes, avec des compétences intellectuelles et physiques. Ils se portent bien, ils sont en santé, mais qui sont au quartier. Mais on inonde l'armée. Et avec des prostituées, avec des bandits, tout simplement parce que son frère est capitaine, le frère est commandant, le frère est colonel, le frère est général. Tout cela, on prend donc toutes les personnes, on les jette dans l'armée. Parmi tous les enfants de Mandoua, ses nièces et neveux, vous ne verrez aucun d'entre eux dans la zone en guerre. Aucun, il n'y en a pas. Ils sont tous là, d'autres sont des chauffeurs, son neveu est son chauffeur, son petit frère est son garde du corps, c'est lui qui s'occupe de la sécurité, son fils est à la présidence. Tout ça avec la complicité directe de Raymond Abondo. Parce que quand on est un homme d'État, un homme de sécurité, qui a la clairvoyance, qui anticipe, vous ne pouvez pas avoir un concentré des enfants d'une même famille disposés comme ça, sauf si vous préparez quelque chose et vous ne dites pas aux autres. Et dans l'armée, ce n'est pas bon. Même si vous ne préparez rien, on ne peut pas avoir une seule personne qui dispose autant de personnes dans les forces armées de défense, sans qu'on se pose la question que, mais comment? Tes enfants sont, il y a d'autres akribis. On trouve les niateux, akribis là-bas, incompétence notoire. On les trouve partout. Je dis, mais attention. Mais si vous êtes même partout au Cameroun, ce qui peut être possible, mais soyez au moins compétents. On vole dans le bureau du contre-amiral, ça nécessite le virement de tout le monde. On vous chasse, vous tous. On vole à la présidence de la République. Le fils du contre-amiral est là-bas. À la présidence de la République. On cambriole chez le président. On cambriole au secrétariat. On cambriole au cabinet civil. On vole. On vole chez le chef d'état-major des armées, René Claude Meka. On braque, on vole chez lui. On braque dans le bureau du contre-amiral Mandoua. Les gens qui ont braqué, ce sont ses propres parents. On braque dans le bureau du chef Sémile. Chef de sécurité Sémile. On braque, on vole.
toute une organisation des faussaires dans un bureau. Toute une organisation des bandits dans un bureau. Des patrons du renseignement camerounais. Bon, alors vous voulez porter général pour aller où? Pendant que les généraux qui sont là sont eux-mêmes des voleurs. À la présidence, on trouve des voleurs. Au quartier, on trouve des voleurs. Vous voulez gérer quel pays? Alors, tout ça se passe avec la complicité de Raymond Abondo. Comment vous faites pour avoir tout un bataillon, toute une ribambelle, tout un troupeau, des gens incompétents, disposés de partout? Le renseignement, vous n'avez pas. L'information, vous n'avez pas. La stratégie, vous n'avez pas. La tactique, vous n'avez pas. On a des gens qui volent dans le bureau du contre-amiral. Bon, on va alors maintenant à la présidence de la République. On trouve encore à côté du président de la République un autre contre-amiral, Joseph Fouda, qui est là-bas assis dans la fabrication du faux. C'est-à-dire, voici un contre-amiral au quartier, Mandoua Jean, qui fait tout et n'importe quoi. Vous vous souvenez que tout récemment, je vous ai démontré, Mandoua Jean a fait partir des gens au Brésil pour aller être formés sans l'aval du ministre de la Défense, sans l'aval du président. Pourquoi? Parce qu'il se croit tout permis. Il a de l'autre côté à la présidence un Abondo qui couvre tout. Abondo, c'est qui? C'est le patron de la garde présidentielle. Donc c'est un gars qui doit avoir un service de renseignement très puissant. N'est-ce pas? Le patron de la garde présidentielle, et je vais vous rappeler, vous qui ne connaissez pas ce que c'est que la garde présidentielle, c'est ce qui s'occupe du président de la République. À l'intérieur de la garde présidentielle là-bas, à l'intérieur de la présidence, il y a la garde présidentielle. Il y a la DSP. Il y a l'état-major. Il y a le B2. Il y a plusieurs services de renseignement. Et chaque chef doit avoir une cellule d'information, d'enquête et de renseignement. Qu'elle soit officielle, qu'elle ne le soit pas. Au secrétariat, Ngongo a pris des machines, des engins. Il a construit aussi une autre DGRE dans son secrétariat. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Mais dans tout ça, on arrive à faire des braquages à la présidence. Dans tout ça, on arrive à aller braquer les caves du président. Dans tout ça, on cambriole au secrétariat. Dans tout ça, on cambriole au cabinet civil. Vous avez là-bas des commissaires, des commandants, des capitaines, des colonels, hein, qui ne sortent pas de n'importe où. À l'intérieur, là-bas, on peut compter le nombre de Bamileke qui y travaillent. À l'intérieur, on peut compter, je ne sais pas, le nombre de Douala qui y sont. Je ne vous parle même pas d'anglophones. La plupart sont des bêtis, n'est-ce pas? Les petits benanga. Pour servir quoi? Cette soupe-là. Ce que vous voyez là. Je dis que les sœurs du contre-amiral Mandoua sont en Europe. Leurs enfants sont au Cameroun. Celle qui a épousé Marion, elle a épousé un blanc. L'autre, elle est dans sa gestation. Les enfants sont là-bas, commissaires, lieutenants, capitaines, sont partout. Là-bas. Ce n'est pas ça qui me dérange. C'est même d'ailleurs une fierté. Si vous êtes compétent, vous portez des galons, vous travaillez pour sécuriser la République, faire la révolution technologique, scientifique, sécuritaire. Vraiment, c'est un honneur. Mais ce n'est pas le cas. On a constitué, reconstitué, confondu l'armée à un troupeau de gens incultes, incompétents, qui se regroupent là. Le plaisir, c'est que, comme un capitaine, il vient de porter capitaine, il vient de porter commandant. Bon, ça, c'est l'officier de Mandoua. Non, ça, c'est la belle-fille de Mandoua. En effet, le commandant, Alpha, Bota. Bon, il y a en effet, elle vient de porter capitaine. Oh, non, tu étais, en effet, au capitaine. Bon, là, il a porté commandant, là, Jean-Yves Mandoua. À que faut porter commandant, on va aller. Nous sommes là le 1er janvier. Qui est débarqué parce que, bon, soupçon de coup d'État et tout ça. Bon, la femme de Mandoua était commissaire. Bon, celle-là aussi, elle a divorcé. Bon, il vient d'épouser une toute dernière, là, elle est aux impôts. Je sais pas trop là où elle est, mais bon, il vient d'épouser là, son père est chef traditionnel quelque part. Il a pris aussi beaucoup de terrain là-bas. Bon, c'est lui qui venait de voler là. En effet, on y a un neveu. Tomo, parce que ce genre-là, bon, c'est lui, en effet, chauffeur. Bon, le commandant, Zan,
Zan. Z, il y a Z. Zan. Zan Serge. Le braquage que tu entends là, c'est lui qui est le commandant c'est lui qui s'occupe de toute la sécurité. Mais on a quand même réussi à braquer, à cambrioler. Hein, bon, un président de la République. Bon, c'est aussi Mondoa qui est là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Mondoa qui a dû recommander Nyobalona, Raymond Abondo. C'est encore Mondoa qui est là-bas. Ça n'est Raymond Abondo. Bon, Raymond Abondo, c'est le patron de la garde présidentielle. Hein? Mais qui voulait faire le coup d'État? Soupçonné à Nonoza. Mais quand le fils de Mondoa, Zane Mondoa, bon, contre-amiral à la marine, chef d'état-major, son fils, Jean-Yves Mondoa, c'est lui qui on soupçonne de tenter un coup d'État parce qu'il veut faire comme dans d'autres pays voisins, il veut débarquer. Donc, dans leur programmation, il faut programmer, il fallait d'abord neutraliser très rapidement toutes celles de ceux qui sont autour du président, parce que c'était ça le programme. Et ce n'était pas sans l'aval de Raymond. Vous voyez donc ce que je voulais vous expliquer. Je caricature de façon humoristique comment ça se comporte au milieu de ces gens-là. Leur plaisir, c'est tu es commandant, tu es capitaine, voir toute une famille là à l'intérieur. Mais pour quel intérêt? Vous faites quoi là-bas dedans? Rien. La preuve en est que celui qui vous a mis dans l'armée, vous venez voler chez lui. Ça veut dire que vous êtes une bande de voleurs. Vous êtes des bandits. Donc vous ne pouvez ni sécuriser le Cameroun, ni sécuriser Paul Biya, ni sécuriser sa famille, ni sécuriser le peuple camerounais, les Camerounaises et les Camerounais. Vous ne pouvez pas. Parce qu'à la base, vous êtes des voleurs, des bandits. Si vous réussissez à aller voler 80 millions, ça veut dire que vous voulez être des milliardaires. Ça veut dire que vous voulez être des hommes d'affaires. Mais dans l'armée, on ne veut pas être homme d'affaires. L'armée ne forme pas des hommes d'affaires. L'armée ne forme pas des riches. L'armée forme des gens, des patriotes. Des gens qui meurent pour l'intérêt de la nation. Et qui se contentent de leur salaire et de leurs avantages. Et pour cela, l'armée doit tout faire pour que ces gens-là ne manquent de rien. Même s'ils n'auront pas, ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne manquent de rien à leur niveau et du choix qu'ils ont fait. Alors ça veut dire que vous n'êtes pas des policiers, vous n'êtes pas des militaires, vous n'êtes pas des gendarmes au service de la nation. La gendarmerie, l'armée, les forces de défense et de sécurité vous servent de couverture pour protéger votre véritable métier qui est bandit, voleur, prostitué dans vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. La responsabilité de Abondo, Raymond, elle est large, très large. Elle est même au centre. Parce que quand vous laissez un certain nombre de choses se faire, sans vous poser de questions, parce que vous êtes un algérien, parce que vous êtes un algérien idéologique, un algérien sécuritaire, manque de stratégie. Abondo a fait de l'homosexualité à la GP un mode d'avancement. Donc, on ne regarde plus tactique, on ne regarde plus stratégie. Maintenant, vous êtes rattrapé par ce qu'on appelle la bêtise. Le tribalisme vous rattrape. Parce que comme vous avez instauré ça dans l'administration en général et dans l'armée en particulier, vous voulez que les boules soient là, les Metibo Nanga soient là, les Ewonde sont là, les Étones sont là. À l'intérieur, vous avez encore créé des divisions entre vous. Les Étones sont écartés. À l'intérieur, hein, parce que vous qui ne connaissez pas, les Metibo Nanga là, à l'intérieur de leur propre famille, les Metibo Nanga, ils ont instauré encore le tribalisme là-bas dedans. Les boules ne sont pas avec les Nanga. La preuve. Le cabinet civil ne fonctionne pas avec le secrétariat. Quand vous les voyez ensemble, là, c'est de la politique pour vous donner une image. Vous les voyez ensemble, là. C'est divisé. Les boulots et les nangas sont divisés. Au cabinet, le secrétariat de son côté, Chantal Biya est plus du côté du secrétariat que du côté du cabinet civil, c'est que du côté protocole. Dans l'armée, c'est la même chose. Ceux qui ont des possibilités de faire avancer les Étones feront avancer les Étones. Ceux qui ont la possibilité de faire avancer les Ewonde feront avancer les Ewonde. Ceux qui ont la possibilité de positionner les boules vont positionner les boules. Ceux qui ont la possibilité de positionner les Nangas vont positionner les Nangas. Voilà donc comment ça se neutralise. Aujourd'hui, on se retrouve que, à force de laisser des gens entrer dans l'armée par favoritisme, par népotisme, par clientélisme, par tribalisme, par corruption, on se retrouve donc là, comme ça, avec des gens qui peuvent renverser le président de la République à tout moment. Et Abondo est au centre de ce désordre. Et au centre de ce manque de vision. Et au centre de ce manque de stratégie, de tactique et de méthode. On vole, personne n'est sanctionné. Pourquoi?
Parce qu'à Bondo est de l'autre côté, est-ce qu'il va donner un rapport objectif à Paul Biya, sachant que c'est Mandoua qui a permis qu'il soit là quand Mandoua était là-bas à la présidence? En fait, d'après ce qu'il nous est dit. Tout leur est permis. Résultat de course, on vole à la présidence. Résultat de course, on cambriole à la présidence. Résultat de course, on cambriole au cabinet civil. Résultat de course, la DGRE ne fonctionne pas. Puisque si la DGRE va fonctionner, comment se fait-il qu'un patron des services de renseignement généraux se retrouve en prison pour accusation criminelle avec ses adjoints, Justin Dangoui? Tout ça, ça part du désordre que Biya Mvondo lui-même a instauré. Et il va se retrouver un jour abattu comme un chien. Je vous dis la vérité. Parce qu'à force de créer ce méli-mélo là, tout le monde est mélangé, on ne sait pas qui est qui. Je vous dis, regardez d'où vient le désordre. On vole à la défense, à la sémile. On trouve des gens impliqués dans toutes sortes de choses, dans les forces armées, à la sécurité militaire. On trouve des gendarmes impliqués dans les braquages, à la gendarmerie à Douala. On trouve des commissaires de police impliqués dans le trafic de drogue, en prison dans les pays voisins. On trouve des braquages à la marine nationale, chef d'état-major, Mandoua. Et à l'état-major, c'est la famille de Mandoua qui est là-bas à l'intérieur. Du petit frère au fils au neveu. On trouve les braquages chez le chef d'état-major des armées, René Claude Meka, un aveugle, s'occupe de toute l'armée. On trouve des problèmes à l'état-major particulier du président de la République, le problème du capitaine Effoudou. Vous connaissez, il n'y a pas que ça. On trouve que Amugobote a détourné 8 milliards pour le nettoyage des soutes avec la société Cisco. J'ai parlé de ça ici il y a quelques années avec des preuves à l'appui, avec la complicité d'Alain Bengo. Alors quand vous avez un chef d'état-major appelé Amugobote, qui est un bandit, qui trompe le président, avec des fausses notes, qui rentre dans les combines, comment pensez-vous qu'on peut le prendre au sérieux en termes de sécurité? Dites-moi comment peut-on prendre un monsieur comme ça au sérieux? Alors, dans son cabinet, du chef d'état-major, il y a un jeune capitaine, impliqué aussi dans des choses compliquées. On ne sait pas où est la vérité, on ne sait pas où est le chantage, on ne sait pas où est la manipulation, on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui travaille pour l'État. Parce que ce jeune capitaine Effoudou, nous dit-on, il est poursuivi parce qu'il a démantelé un autre coup d'État en préparation. Ce coup d'État en préparation était en préparation avec qui et contre qui et pourquoi? Contre Biya. Pourquoi? Pour prendre le pouvoir. Qui était à la base à Tanganji? C'est à Tanganji qui fait venir un faux commandant de France, Sani Mohamedou. On retrouve sur lui, on perquisitionne, on trouve les armes là-bas. N'est-ce pas? Au lieu de prendre ce monsieur et de l'enfermer, de poursuivre et de voir tous ceux qui sont derrière, qui ont signé, qui rentrent au Cameroun avec des armes. C'est-à-dire, il y avait de toute façon une seule personne pour le moment, à Tanganji. Non, on ne le fait pas. Le jeune capitaine Effoudou, de la présidence de la République, à l'état-major, chargé du bureau d'enquête, le chef du bureau d'enquête, décide donc de demander qu'on arrête ce monsieur, on le met à la disposition de la sécurité militaire. Mbargomboua qui a tué sa femme, appelle là-bas pour qu'on le libère. À Tanganji qui a donné les autorisations, appelle qu'on le libère. Rémi Zemeka appelle qu'on le libère. Aaron, le gars de la sécurité militaire, le gars du billet là, je ne sais pas comment on l'appelle, ce monsieur qui s'occupe du billet, appelle qu'on le libère. Ferdinand Gongo intervient d'une façon directe ou indirecte, mais il intervient pour qu'on libère quelqu'un qu'on a arrêté avec des armes. Et qu'on dit vouloir tenter un coup d'État au Cameroun pour renverser le président de la République. On libère ce monsieur-là, on le fait fuir, je vous donne jusqu'au siège où il était assis dans l'avion. Je vous donne la compagnie. Je vous ai montré ça ici. J'ai les procès-verbaux de la sécurité militaire, j'ai les procès-verbaux quand il est passé à la gendarmerie, j'ai les déclarations du capitaine Effoudou. On a pris cet enfant, on l'a fait fuir. Il n'y a pas de sanction. Les mêmes personnes sont là. Sachant que s'il y a coup d'État, à Bondo, Raymond est la première personne ciblée. Qu'est-ce qu'Abondo Raymond a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sur ce coup-là? C'est pour ça que je nomme qu'Abondo Raymond est complice de tout ce qui se passe. Ou il n'a pas le contrôle, auquel cas il est incompétent.
Où il a le contrôle, il n'a rien fait, auquel cas il est complice. Il n'y a pas d'autre mesure. Le président de la République doit savoir, autant que, quels sont ceux qui sont responsables. Quelle est la responsabilité de Ngongo dans ce qui s'est passé? Quelle est la responsabilité d'Atamanji dans la possession des armes au pays sans la signature du président? Quelle est la responsabilité d'Atamanji? Quelle est la responsabilité du Comsemil? Pourquoi a-t-il libéré ce monsieur? C'est vrai qu'il a gardé les armes. Il a dit, je veux bien le libérer, mais je ne donne pas les armes. Il a gardé les armes. Il a quand même libéré. Mais vous le libérez, mais en même temps, vous arrêtez les gens, n'importe comment, vous jetez en prison. Mais vous libérez celui qui veut tuer votre chef. C'est-à-dire que le président de la République est celui qui fait de toi colonel, commandant, chef sémile. Et c'est lui qui peut faire de toi général un jour. Mais tu libères celui qui est venu tuer le président de la République. Ok. S'il n'est pas venu tuer le président de la République, mais tu l'as quand même libéré. Il est détenteur d'armes de guerre. Pourquoi le libères-tu? Tu le libères pour quelle raison? Quelle est la raison que tu peux donner aujourd'hui qui te permet de libérer quelqu'un qu'on a arrêté détenteur d'armes? Bien, il a été libéré. Pourquoi pour Chaston, le capitaine qui a dénoncé cette affaire? Tout ça doit être élucidé pour permettre au président de la République, quand il prend des sanctions ou qu'il prend des mesures, qu'il prenne ces mesures-là étant de façon objective et réaliste. Vous ne faites pas votre travail. Toute la chaîne est à punir. Toute la chaîne est à changer. Commençant par la sécurité militaire, qui devait donc mettre fin à ça, parce que c'est le terminus, la sécurité militaire. Quand on parle d'armes, la sécurité militaire, le tribunal militaire. On remonte donc maintenant sur toutes celles de ceux qui contribuent à ça. Il faut qu'on dise à Tanganji quelles sont ses prérogatives. Là, on a laissé partir un vendeur, un trafiquant d'armes avec des documents à l'appui. Hein. Il faisait rentrer ses armes de façon légale, mais de façon illégale. Parce que celui qui a signé son autorisation de faire entrer les armes n'a pas de prérogative, n'est pas autorisé à le faire. Seul le président. Mais ils vont aller perquisitionner, ils vont aller persécuter, ils vont aller harceler Madame Alescom, Ngombe, sa fille. Ils vont aller les perquisitionner, Maximilienne. Ils vont persécuter, mettre la pression, là où pour détourner le regard, là où ils ont échoué de façon tactique. Ils n'ont pas échoué de façon tactique. Ils ont échoué de façon stratégique. Parce que si le capitaine Efoudou n'avait pas dénoncé ça, peut-être Paul Biya serait déjà tombé. Mais pour détourner le regard, il faut qu'on braque maintenant les caméras vers Madame Alescom. Voilà, Alescom, déstabilisation de la République, déstabilisation de l'État. Déstabilisation de la République, déstabilisation de l'État. Mais vous vous poserez donc la question, mais vous, qu'avez-vous fait de ce monsieur? Il n'était pas son premier forfait, monsieur Sani Mohamedou. Ils avaient déjà fait venir ce monsieur-là pour les enquêtes à Ezeka. Ce monsieur était un soldat en France, à la Légion étrangère. Est-il spécialisé des enquêtes? On n'en sait pas trop. Mais ils ont débloqué de l'argent. Alors, Raymond Abondo est responsable à 100%. Parce qu'en tant que patron de la présidence, il doit avoir l'œil sur tout ce qui se passe. On peut passer par un pousseur pour attaquer la présidente de la République, ce serait l'échec d'Abondo. On peut passer par la police, par la gendarmerie, ce serait l'échec de Raymond Abondo. Aujourd'hui, on nous parle de l'état-major, de la marine. C'est l'échec de Raymond Abondo. Parce que vous devez enquêter sur les capacités de chaque candidat, de chaque soldat, de chaque officier. Et ça devait se faire au moins 1 à 2 fois au courant d'une année. Pour ceux qui sont déjà en tenue. Tout militaire est censé être sous enquête de façon permanente. On doit enquêter moralement. Même si tu ne t'attends pas, on doit mener des enquêtes sur ta personne pour voir ta moralité que tu fréquentes. De façon discrète pour neutraliser de tels comportements. On observe des militaires voleurs. Est-ce que vous croyez que c'est un honneur au Cameroun d'avoir des militaires qui volent, d'apprendre qu'on a des militaires qui volent, d'apprendre que dans les locaux de l'État, on va cambrioler. Dans toute l'Afrique, le Cameroun est l'un des pays qui forment ces militaires dans la plupart des pays au monde. Militaires, gendarmes, policiers vont faire des stages partout. Jusqu'en Israël, sont formés, jusqu'aux États-Unis sont formés. Mais on réussit quand même à avoir des militaires voleurs, avoir des militaires braqueurs, avoir des militaires sodomifiants, avoir des militaires incompétents. Pourquoi ces militaires qui partent là ne partent pas avec le niveau requis pour être formés. Ils partent avec des niveaux
You know, les gens comme ce qu'a fait Mondoua, en envoyant des enfants au Brésil, on les a réquisitionnés où? On les a sélectionnés où? Ils ont fait des tests psychotechniques où? Je ne sais pas. Ça, ce n'est plus aujourd'hui à l'époque de Njomo Simo, les recruteurs de l'époque qui travaillaient avec des techniciens où on veillait ceux qui partaient à l'étranger. Ce n'est plus cette époque-là. Aujourd'hui, c'est le favoritisme, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, la corruption, le sodomifion, qui veut dire, en d'autres termes, le tchélé, l'homosexualité. Voilà ce qui caractérise aujourd'hui les sélections dans l'armée. On trouve donc des casse-pieds comme ça. On porte des galons, on ne sait même pas pourquoi on a porté le galon. On entre dans l'armée, on ne sait même pas pourquoi on est entré dans l'armée. Vous voyez maintenant un ministre, son garde du corps, c'est un cousin de son village. Son garde du corps devient un PD, devient sa femme. Son garde du corps, homme, devient la femme, deuxième femme du ministre. Il est difficile maintenant de trouver un garde du corps derrière un ministre. Tu apprends que ce garde du corps-ci, il sort de cette formation militaire. Une unité spécialisée pour la protection des hautes personnalités dans notre pays. Non, si je suis Bamileke, mon garde du corps doit être Bamileke. Si je suis Béti, mon garde du corps est Béti. Si je suis Bassa, il faut qu'on me trouve un Bassa. Vous trouvez que dans plusieurs bureaux, vous trouvez des particuliers, des personnes qui sont des commissaires de police. un ministre, son particulier est un commissaire de police, alors que nous voulons des personnes dans la police pour mener un certain nombre de choses, mais il a le particulier parce que son frère est ministre, parce que son frère est responsable quelque part. Non, il devient son garde-corps, son particulier, son chauffeur. Résultat de course, tout devient commerce, tout devient tribalisme, tout devient favoritisme, tout devient népotisme, tout devient clientélisme, tout devient à la longue zéro résultat. Parce que là, il y a le sexe qui intervient. Là, il y a la famille qui intervient. Là, il y a des relations d'argent qui interviennent. Là, il y a une proximité, contre nature qui intervient dans les affaires de l'État. Et ça nous amène à ne pas avoir un résultat positif pour la sécurité du Cameroun, la sécurité des Camerounaises et des Camerounais et la sécurité du président de la République. Les résultats, vous les avez. On cambriole. Les bureaux qui brûlent. Pire, il n'y aura jamais de résultats. Et quand il y a un résultat, c'est toujours, oui, on a pris des inconnus comme ça, on a mis en prison. Cambriolage chez le président. Vous allez apprendre qu'on a pris 2-3 pipes, on a mis en prison. Comme ça, enquête classée sans suite. Assassinat du fils du contre-amiral Joseph Fouda, on prend des enfants comme ça, juste en prison. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Un pays qui a plus de généraux que certains pays développés d'Europe. Mais c'est aussi le pays où on cambriole plus dans des maisons et des bureaux de ces généraux que dans des maisons de certains pays en Europe. Vous comprenez donc qu'il y a un problème qui ne va pas là. Je vais me préparer à vous faire la liste de tous les membres qui sont dans l'armée de la famille de Mondoua. De tous les membres qui sont dans l'armée, dans la famille de chaque membre du gouvernement. Chaque militaire. Vous allez comprendre. C'est devenu une armée de familles dispersées. Maintenant, c'est devenu, l'armée est devenue l'armée où on recycle les enfants qui ont échoué. Pour qu'ils trouvent une garantie de salaire tous les mois. L'armée est devenue une formation de recyclage de tous ceux qui ont échoué dans les familles. Ce n'est pas des gens qui viennent là avec amour, la main sur le cœur pour venir servir la patrie, le vert jaune. Non, c'est devenu un regroupement de toutes celles de ceux qui ont raté leur vie dans des familles et dans des écoles. On les regroupe dans l'armée et on commence à les faire sauter. Tu arrives avec le CEPE, on te récupère, on attend un stage là. On appelle Bitia Somo, anti-ministre. On ne sait pas parler depuis janvier. Bonne année, Amona. Bonne année, Otara. Madame, on voit. Ah, ok, on a d'ailleurs là. Tu sais que la femme de. Nous venons de perdre la femme de. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a la femme de Pierre Maba qui a décidé. Ah, oh oui, mais comment? C'est un deuil, hein, c'est une douleur. Vous savez que Bitia, on ne parle pas beaucoup. Ah, c'est un.
La grande famille est frappée par le deuil. Bon, anti-ministre, monsieur le ministre de la Défense, je t'appelle là parce que bon, tu sais que ton fils, l'un de tes fils là, il est entré dans l'armée il n'y a pas très longtemps. Une fois, il était quand même un gars bon, il était à Paris, il a fini là-bas à Paris. Un gars que bon, il a fait un petit tour à Paris là, il vendait le maïs à Paris, à la Château Rouge. Après ses études, il vendait un peu le maïs de temps en temps. Aussi les sacs volés, de temps en temps, ah mais tu connais que nos enfants là-bas, de temps en temps, c'est la petite délinquance de l'enfance. Ils minimisent, hein. Non, ils banalisent. Pour parler au ministre de la Défense, c'est comme ça qu'ils font. Anti-ministre, il faut la petite délinquance. J'ai fait qu'il entre dans l'armée. Une fois, il est sorti avec son niveau CPE. Une fois, la dernière fois, il a fait, quand il était à Paris, il a fait le BTS information diplômée supérieure. Il fallait un BTS diplomatie, variable coiffure. BTS coiffure diplomatie. BTS, on va dire que BTS diplomatie coiffure. Oh oui, anti-ministre. Oui, il y a des coiffeurs qui sont spécialisés dans la coiffure pour diplomates. Il y a des coiffeurs spécialisés pour la coiffure, d'abord coiffure, tous ceux qui sont dans la diplomatie. BTS coiffure diplomate. Le ministre va dire que, oh oui, donc, j'ai vu là, il y a des stages au Maroc. On sort les sous-officiers là. Je viens de voir dans le forum, car maintenant, je voudrais que... Betty à son moment ne va pas refuser. Même si Betty sait que c'est faux, il ne refusera pas. Vous savez pourquoi? La solidarité du corps. C'est un autre ministre qui l'appelle, qui le sollicite, que son fils est cancre. Il a échoué au Cameroun. Il a échoué en France. Il revient donc au Cameroun. Il est entré dans l'armée. Il faut qu'il aille faire l'école des sous-officiers. Après ça, le même ministre va appeler pour dire non, il faut qu'il prolonge pour faire maintenant l'école des officiers. Donc là, déjà, tout est faux depuis le départ. Il est entré dans l'armée, pas avec des compétences requises. Il rentre dans l'armée. Il a échoué là-bas parce que physiquement, il n'est pas bon. Il sort quand même avec les autres. Il arrive là, il trouve qu'il y a des militaires qui sont là depuis, qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à aller faire l'école des sous-officiers d'active à Saint-Mexin, un peu partout, pour prolonger et faire d'autres pour devenir des officiers. Non. Lui, il arrive, son père est ministre. Il rentre dans l'armée, il échoue. Il sort quand même militaire. Il arrive là, son père intervient. Il a le diplôme coiffeur, BTS en coiffure professionnelle des diplomates que son père a donné. Il rentre là-bas, il va échouer. Il paie d'école à école. Ils finissent donc comme ceux qui viennent devenir des bandits dans le bureau de Mendouajan, le contre-amiral. Et c'est comme ça pour la plupart des 90% de ces gens-là. Pas tous. Je dis 90% des enfants de ces gens-là sur le même parcours. Des voleurs dans l'armée. Alors que nous avons un peuple tellement intelligent. Mais les enfants ne sont pas dans des postes parce que non. Un Bamileke ne peut pas être dans ce poste-ci. Non, un Bassa, il ne faut pas mettre un Bassa là-bas, ce sont les têtes dures. Un nordiste ne peut pas aller là-bas. Il faut l'enlever. Là-bas, il nous faut un Nondoa, un Vondon, un Amougou, un Otou. Comment vous faites aussi les choses comme ça? Vous voulez qu'un Mamoudou se retrouve là-bas comment? Oumarou, Jam, vous voulez encore notre coup d'État? Monsieur, le fait d'avoir tous ces gens-là, c'est déjà un coup d'État dans notre pays. Vous avez fait un coup d'État de l'imposture, un coup d'État des imposteurs, un coup d'État des incompétents regroupés. C'est déjà un coup d'État parce que aux yeux des autres États, nous sommes nuls. Parce que nous avons des bêtises partout et nous sommes nulle part. Ça nous donne ce que ça nous donne là. Vous voulez qu'on parle fort devant un Gabonais? On va parler fort devant un Malien? On va parler fort devant qui en Afrique? Quand on a des officiers voleurs, des femmes de l'armée prostituées, des femmes de la fonction publique prostituées, quand on a des généraux mourants, faibles, aveugles qui n'est pas une insulte, mais va t'asseoir au quartier et tu laisses des enfants qui sont compétents travailler. Vieillir n'est pas une insulte, mais va t'asseoir au quartier et on s'occupe de toi. Non seulement tu es là, incompétent,
Tu nous remplis l'armée des incompétents. Non seulement ils sont incompétents, ils sont des voleurs, elles sont des voleuses, elles sont des prostituées. Vous connaissez la note officielle qu'avait écrit Mondoa. Lui-même, le contre-amiral de la marine, disant que les militaires qui sont chez lui, les femmes, sont régulièrement enceintes. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que lui-même a déjà enceinté plusieurs. Monsieur, ce qu'il ne vous a pas dit dans sa note, il ne vous a pas dit que moi-même j'ai déjà enceinté plusieurs. Alors ça a été un comportement qui est devenu normal. On a banalisé tout. L'insécurité est devenue banale chez nous. Vous trouvez donc que toutes ces personnes-là, tous les hommes de sécurité chez nous sont impliqués dans le faux. Toutes des personnes, toute la ceinture sécurocrate du président de la République, toute la ceinture sécurocrate des hommes en tenue, des colonels, des capitaines, des commandants, des généraux, tous là sont impliqués dans le faux, avec leurs enfants. Alors comment voulez-vous que nous n'ayons pas un coup d'État? Nous sommes là face à un coup d'État d'incompétence. Si on fait une compétition de l'incompétence d'imposture, le Cameroun sort largement premier. Donc, Abondo doit être renvoyé. Le contre-amiral Mondoa doit être renvoyé, rétrogradé, même comme ils ont fait le coup avec celui-là qui travaillait, Nsola, qui avait démasqué le vol en Chine. Ils ont tout fait pour qu'il soit rétrogradé. Donc, ça veut dire que celui-ci peut être rétrogradé, celui qu'on appelle Mondoa. Ils ont chassé Esaïe Ngambou. Vous avez vu. Si vous posez la question, qu'est-ce qu'a fait Esaïe Ngambou, vous ne trouverez rien. Mais Mondoa multiplie les gaffes, multiplie les fautes, multiplie des scandales, multiplie un comportement, un comportement désinvolte, irrespectueux, ponctué d'indiscipline, caractérisé, qui relève donc de l'incompétence. Il faut donc changer tous ces gens-là. Alors, pour changer tous ces gens-là, ce n'est pas difficile. Nous allons le faire. Si Biya n'a pas pu le faire, si Biya a laissé une telle imposture, nourrir notre pays, grossir les rangs de l'armée, alors que nous avons des enfants tellement intelligents. Nous sommes aujourd'hui, nos casernes sont pleines de bandits et de prostituées. Seule la prostitution aujourd'hui fait évoluer dans l'armée. Seul le banditisme fait évoluer dans l'armée. Les vrais enfants, j'ai vu un autre là l'autre jour en train de se déshabiller à Bertois parce qu'il exprime son mécontentement et dit je suis fatigué. Prenez votre tenue, prenez vos armes, je m'en vais. Vous voyez un gars qui se comporte comme ça, certainement il y a un problème grave. Un militaire qui abandonne la tenue, il ne l'a pas fait au quartier, il n'a pas fui. Il est venu en plein lever de couleur. Comme vous voyez là. C'est dans quelle compagnie? En garantie. Pour changer les fesses. Le sergent Zanguela ayant été reconduit de service, il dit qu'il ne prend pas le service, Betaï remet l'arme. Le capitaine lui a demandé de remettre l'arme. Voilà ce qu'il est venu de mettre au mât de drapeau. L'intéressé individuellement a refusé l'armée devant le drapeau de la République. Ok. Alors le séance Zanguela, il s'est déshabillé au mât de drapeau ayant remis l'arme et la tenue. Il s'est déshabillé, il dit qu'il ne prend pas le service. Un élément de la 141. Voici son arme devant le B14. Je suis l'officier de permanence, l'adjudant-chef-major Ngok. Bon, voilà son matériel. Voilà. En plein lever de couleur, il a tout déposé, il est parti. Il dit, bon, prenez tout ça, je m'en vais. Mais si vous regardez dans le fond, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une répétition de mauvais comportements dont ce garçon a été victime, qu'il a subi, de par le comportement de ces chefs imposteurs, qui ne savent pas que la première action d'un chef, c'est le moral du militaire qui doit être au haut. C'est-à-dire que, il faut avoir le moral pour servir. Il faut être un tacticien pour garder le moral de ces militaires. Oh. Mais quand vous voyez le comportement de cet enfant, oui, il a eu un problème. On ne va pas chercher à voir le problème, on va chercher à le sanctionner. Persécuter. On va donc arrêter ces comportements-là. Si Paul Biya et son épouse ont choisi de sortir de cette armée par la petite porte,
on va les aider à sortir par la petite porte. S'ils veulent sortir par la grande porte, on va aussi les aider à sortir par la grande porte. Mais tout ce que nous allons faire et privilégier, c'est l'honneur du peuple camerounais et du Cameroun. Si le président a choisi d'être humilié, c'est son choix. S'il a choisi d'être souillé, c'est son choix. Mais moi, j'ai choisi de me battre pour l'honneur des créatures de Dieu que vous êtes, que nous sommes, et pour l'élévation de notre pays, le Cameroun. Voilà ce pourquoi j'étais entré dans l'armée, et c'est aussi la raison qui m'a fait sortir de l'armée, pour mieux servir les nôtres. Donc, je voulais vous informer de ce désordre-là qui règne dans un pays qui a tout, dans un pays qui a toutes les richesses et toutes les intelligences. Voilà le niveau dans lequel nous nous retrouvons. Il y a des enfants qui n'ont pas porté leur grade de commandant, tout simplement parce que un monsieur s'est levé pour une ou une autre raison, a empêché un Camerounais de porter son grade de commandant. Mais les enfants de Mondoua portent commandant. Et on les soupçonne de préparer un coup d'État, mais ils portent quand même commandant. Mais ceux qui dénoncent les vraies choses, comme l'insola, sont rétrogradés, enterrés comme des chiens. Et on regarde ça. Non, on ne va pas regarder ça très longtemps. Raymond Abondo doit être puni, doit être poursuivi et doit être débarqué. Parce que c'est un homme d'affaires, avec ses amis qui viennent des pays que vous connaissez. Ce n'est que le business. Nous disons à Paul Biya, je le dis encore ici, président de la République au Kouan 4, président de la République au Kouassi. Je dis donc que, comme un père n'échoue pas devant ses enfants, le père n'échoue pas, aucun parent au Cameroun n'échoue. Même si le père a tort, il a toujours raison. Je dis donc au père Biya que, fais un effort, ne fais pas le gangang t'accrocher. Fais un effort de sortir tête haute. Nous, tes enfants qui n'avons pas échoué, nous allons débarquer tous ceux qui ont contribué à ton échec. Donc c'est eux qui ont échoué. On va donc tous les chasser. Alors pour cela, tu seras obligé d'être ridiculisé. Il est donc temps pour toi, encore temps, pour que tu t'arranges à sortir de là par la grande porte. C'est une main tendue. La main ne sera pas tendue quand les hostilités vont commencer. Je ne fais que te le dire ici, cher président. Là, c'est dans le cadre politique, institutionnel. Maintenant, je te parle dans le cadre familial. En tant que papa, ces deux fonctions-là se regroupent. Tu es le père de la nation, tu es le père de la famille. Maintenant, je viens dans le couloir de la famille pour te dire, ah papa, Kenatan, rentre au village. Si tu ne peux pas rentrer au village parce que tu as peur, appelle tes enfants que nous sommes pour venir t'aider à rentrer et te sécuriser et te protéger de ces vautours que toi-même tu as contribué à élever, mais qui t'ont trahi, qui ont contribué à ton échec. Comme un parent n'échoue pas, j'accepte que nous avons échoué. Nous, tes enfants. Alors parmi tes enfants, il y a ceux qui t'ont servi directement et qui continuent de te servir. Il y a ceux qui t'ont prévenu de ce qui se passe. Sont aussi nombreux. Si tu lis les discours, si tu parles, ça veut dire que tu suis. Tu écoutes ce qui se passe. Donc tu peux donc prendre des bonnes décisions. Si tu te lèves, tu marches, ça veut dire que tu écoutes et tu comprends. Ne fais pas le dur. Je continue de te le dire ici, papa, que Mobutu te parle. Blaise Compaoré te parle. Moubarak te parle. Ben Ali te parle. Je te le dis ici. Parce qu'à force d'écrire, peut-être tu ne vas pas lire. Le temps que ça aille au cabinet civil, le temps que ça aille au secrétariat, le temps que ça prenne le parcours, peut-être tu ne comprendras rien, ça n'arrivera même jamais. Que ceux qui portent des messages viennent donc te le dire. Que celui que je connais là, prendra ce message et va te le transmettre. Je parle ici pour que les tiennes ne disent pas que pourquoi tu n'as pas vu ton père avant. Pourquoi tu n'as pas agi, t'approcher de ton père pour le lui dire. Papa, ça fait 32 ans que je te parle ici. Ça fait 32 ans que je dénonce les impostures de mon doigt. Que je dénonce ces impostures sécuritaires
qui sont là par imposture, par favoritisme et tribalisme et népotisme, clientélisme et corruption. Je te le dis depuis 32 ans. Nous avons souvent eu des séances de travail. J'étais souvent là, ayant quitté l'armée depuis très longtemps. Sur cette photo, je n'étais plus dans l'armée. On se parlait. Des choses se disaient. Pour te dire que je suis parti parce que c'est gentil. En 2014, ça s'est répété avec Atangandi. Je te l'ai dit. Que papa, tu es entouré des bandits. Je ne peux pas venir travailler dans une telle atmosphère. Il faut qu'on refasse tout ça. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Mais sache que tu ne peux pas être éternel. Tu peux vivre le plus longtemps possible, mais tu n'es pas éternel, papa. Un jour, tu partiras. Mais tu partiras comment? Le Ouswanazout. Avec la honte aux fesses. Avec des enfants comme nous. Comme ceux qui sont en France. Comme ceux qui sont aux États-Unis. Comme ceux qui sont même au Cameroun. Comment peux-tu accepter qu'on traîne tes fesses au sol? Alors que tu as fait des millions d'enfants capables. Pour que chaque jour nous soyons suivis avec une bande de voleurs à la gendarmerie. Une bande de voleurs à la police, une bande de voleurs à l'armée, une bande de voleurs à la CIMIL, une bande de voleurs partout. Alors que tu as des enfants intègres, capables de parler du nom du Cameroun partout. Tu veux sortir avec la honte aux fesses? Papa, si tu n'écoutes pas, je ne porterai pas la veste de la honte. Tu l'assumeras toi tout seul. J'ai pris 32 ans de toute ma vie sans plus voir le Cameroun toucher la terre du Cameroun. Tu le sais très bien. 32 années. Alors que c'est toi qui m'as envoyé à l'école en France. Saint-Mexin-l'école, l'EAI, l'école d'application d'infanterie, le 519e régiment de train à La Rochelle, l'école de commando à Montlouis, l'école de parachutistes. C'est toi. Donc c'était pour que je orne, que je vienne parler ici. C'était pour que je serve la République. Que j'informe, que j'investigue. Pour que nous soyons protégés. Parce que la plus grosse armée au monde, c'est l'armée du renseignement. C'est pour ça que tu nous as envoyés à l'école. Et tout ça, c'était pour que tu sortes avec la honte aux fesses. Pour qu'on parle de ton armée que des voleurs, des braqueurs, des cambriolages dans ta maison, dans ta chambre. Que tes chefs d'état-major sont impliqués que dans des vols de magnétisme. C'était pour ça que tu m'as envoyé à l'école. Pour ça que tu nous as envoyés à l'école. Aujourd'hui, les officiers sont en fuite. Les capitaines de secteur, les commandants en fuite. Et ceux qui travaillent même ne sont pas à leur poste. Sont là, observent des petites filles qui sont sorties de l'école hier, portent des capitaines, portent des lieutenants, et traînent là. Tout ce qu'elles portent, c'est des mini-jupes pour venir au travail, se faire abuser sexuellement dans les bureaux. Est-ce que c'est ça que tu as voulu quand tu as parlé de la réforme institutionnelle de l'armée? J'ai ce dossier quand tu avais parlé de la réforme institutionnelle de l'armée. Beaucoup de tes généraux n'ont plus ce dossier, monsieur le président, cher papa. Ils ne l'ont plus, mais je l'ai moi. Et rien n'a été fait de tout ce que tu avais voulu de ton armée professionnelle. Rien. Je dis, je ne parle même pas de la silhouette. Rien n'a été fait de cette armée. Rien. Alors, donc c'est comme ça que tu veux rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas ce que j'ai souhaité pour mon père. Parce que chaque enfant veut élever son papa. Oui, chaque enfant veut élever son père. Comment veux-tu être élevé? Tout en étant insulté par tes enfants? Tout en étant critiqué par tes enfants? Comment un être humain qui a tous ses sens peut-il accepter, assumer, être autant insulté? Comment peux-tu être aussi insensible à ce qui se passe? Les enfants de 34 ans, 30 ans sont des présidents à côté. Toi, tu veux être président jusqu'à quel âge? Pour quel résultat, papa? Pour quel résultat? Que ta propre fille est prostituée devant toi. Ma fille. C'est-à-dire que Brenda est ma fille parce que mes enfants sont des aînés de Brenda. Moi qui suis ton fils direct. Les enfants sont des aînés de Brenda. Ne sont pas des prostituées. Ne sont pas des enfants parfaits, mais ne sont pas des prostituées. Nous pouvons rattraper le coup. Pour que notre papa ne soit pas humilié comme ça. Nous pouvons rattraper ça en 30 jours, en une semaine, en 2 jours. On peut faire oublier beaucoup de choses et rentrer en plein dans le travail. Il est temps que tu ailles te reposer. Tu ne peux pas passer toute ta vie à enterrer les personnes. Voilà ta belle-sœur qui est couchée, perd son âme, notre maman. Il n'y a pas très longtemps, c'était ta belle-mère que tu partais enterrer. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'un de tes frères. Il n'y a pas très longtemps, c'était tes parents, ta mère et ton père. Tu vas faire toute ta vie qu'enterrer les personnes et qu'on ne retienne une chose de toi, que dormir, voyager, enterrer les gens, nommer ou revoquer. Non, il faut que tu changes le narratif. Il faut qu'on change une phrase de résumé dans ton... Il a décidé de partir tête haute, il a appelé ses enfants. Il les a dit accompagnez-moi. C'est ce qu'on attend de toi. Nous avons trop de honte. Trop de honte. Mon cher papa, trop de honte. Nous avons une armée qui ne règle que des comptes. Nous avons une sécurité qui ne règle que des comptes, qui tue et qui enferme. Nous avons des militaires généraux qui ne servent plus à rien,
obsolète, hors service, HF. Il est temps que tu comprennes. Si tu as une jeune femme à tes côtés, qui n'a rien compris, et qui ne pense que le pouvoir, pour elle, c'est les honneurs, c'est la sécurité, n'a pas pensé la construction, le développement, le renforcement des valeurs, elle n'a pas compris ça. Toi qui es encore, si tu penses encore, si tu dis que le peuple te fait confiance, mais le temps que tu fasses, ce peuple-là te fasse confiance pour que tu sortes rapidement par la grande porte dans les jours à venir. Si tu ne veux pas être humilié. Je ne suis pas le plus parfait de tes fils, mais je suis le plus courageux de tes enfants qui te dit des choses telles qu'elles sont. Parce que je n'attends rien. Papa, tu me donneras tout l'argent de la terre. Tu me donneras tous les galons. Ça ne va pas dépasser nos valeurs qui sont en train d'être souillées. Si tu me donnes les galons, le pouvoir et l'argent, et que je marche sur nos valeurs, ça veut dire que tu m'as détruit. Papa, est-ce que tu sais le plus riche de ton pays en ce moment? Bonebo Libanais, Bonebo Chinois. Et tu vois que ton enfant que tu as envoyé à l'école, Brenda, elle vend maintenant des huiles. Pourtant, tu as dépensé de l'argent pour qu'elle aille dans des grandes écoles. Comme toi, qu'elle soit diplômée, qu'elle soit capable de parler administration, avocate, qu'elle soit capable d'être médecin. En a kouna mi boan, à tout banga, à tout comme bamba. Est-ce qu'elle est seule? Non, la plupart de nos compatriotes, peut-être comme bamba. Est-ce que c'est un honneur pour toi, papa? Toi, président, c'est une fonction. Mais tant que même soit fonctionnaire, tu es président. Mais est-ce que tu penses que, en tant soit peu, chef de famille et quand, tu mérites ce que nous voyons tous là? Est-ce que tu penses que, toi, chef de famille, tu mérites ce que nous voyons là? Tu es l'homme le plus insulté de la planète, le plus humilié de la planète, et qui fait aussi honte à toute une planète, qui fait aussi honte à toutes les créations de Dieu. Parce qu'un papa de cet âge-là devient comme un vieux père chinois. Oui, il devient comme un vieux père chinois qui donne les secrets aux enfants étant assis. Il dit, écoutez les enfants, les 7 grands maîtres de Shaolin, il y a toujours un secret. Voilà comment ça devrait se passer. C'est ce que je vous recommande. Allez-y. Comment peux-tu faire ça? Nous sommes souillés de partout. Le football, nous sommes souillés. La science, nous sommes souillés. Maintenant, le CAMES, nous qui étions parfois les premiers. Aujourd'hui, nous sommes derrière le Tchad, éliminés. Notre pays aujourd'hui est le 4e pays en matière de crimes au monde. Tu es président 42 ans. Aux affaires, ça fait 62 ans. Est-ce que tu veux que je continue à porter ce costume, je me promène avec, comme étant dans le pays le plus riche, avec le président le plus médiocre? Oui, j'accepterai avoir le président le plus médiocre. Mais je n'accepterai pas avoir le père le plus médiocre. Ça, je ne tolérerai pas ça. Alors pour cela, je vais me battre pour t'enlever cette casquette de président médiocre et de te mettre la casquette d'un père qui a fait des enfants dignes. Te ramener à la maison. De gré ou de force, papa. Si tu n'entends pas ce que je te dis, tu sortiras par la petite porte, de gré ou de force. Aucun peuple ne peut accepter une telle humiliation. Nous n'accepterons pas ça. Donc, j'ai profité de ce qui se passe avec Mondoua, cet imposteur que tu as fait général pour souiller la République, et les autres que tu as nommés un peu partout pour souiller la République, parce que si tu avais tenu compte de compétences, Mondoua ne serait pas général. Oui, Claude Meka ne sera plus là. Amogobote ne sera plus là. La plupart de ces gens-là ne seront plus là. Mais tu n'as pas tenu compte des compétences. Tu as tenu compte d'une logique qui n'est logique que dans ta tête et dans la tienne. Et qui n'est logique que la tienne. Et qui ne se base sur rien du tout. Si on parle du tribalisme, même au niveau du tribalisme, c'est même pas... Si on parle d'équilibre régional, même point de vue équilibre régional, ça ne donne pas. Tout c'est dans le sud. Tout dans le sud. Résultat zéro. Voilà, nous sommes dans la merde. C'est ce que j'ai voulu échanger avec toi pour te le dire très rapidement. Ce qui se passe et informer le peuple camerounais. Demain, ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Parce que nos ancêtres nous écoutent. Même quand tu seras pas de ce monde, tu vas nous écouter. Même si tu n'auras plus un mot à dire. Maintenant que tu as un mot à dire, il est donc temps que tu dises quelque chose et que tu fasses ce qu'il y a à dire. Mais si tu ne le fais pas, ne t'inquiète pas, papa. Je le ferai. Et mes autres compatriotes d'Europe, d'Amérique, de partout dans d'autres pays, y compris ceux qui sont au Cameroun, nous allons nous associer pour que notre pays ne soit pas un pays honteux aux yeux des autres. On ne peut pas accepter détruire tout un peuple de plus de 30 millions de Camerounais pour un seul homme. Oui, tu es un papa, mais nous avons plusieurs papas. Après toi, il y aura toujours des papas. Parce que pendant que tu y es, tes enfants sont aussi des papas. Pendant que tu es, certaines de tes filles ont déjà fait aussi des enfants. On les appelle des mamans. Après toi,
On se rappellera que tu as été, mais tu auras toujours des papas. Si tu veux choisir d'être humilié en ton temps, c'est ta responsabilité, elle ne sera pas la mienne. J'aurais tout fait pour te dire d'éviter ça. Mais si tu n'as pas compris, ce ne serait pas ma faute. J'ai dit. Alors, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que nous sommes, que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais bon, chacun d'entre vous, dans vos domaines respectifs, que je suis convaincu que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de cette patrie, de cette nation, de ce peuple, de ce pays, la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je jouerai ma partition et je jouerai bien. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Bonjour. Adjudant Tuisna, Ghana, moniteur parachutiste retraité à Yagua. Voilà, adjudant, vous êtes retraité, vous étiez parmi ceux qui ont fait la prison en 1984. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril, ça fait déjà 37 ans. Qu'est-ce que ça fait et quel témoignage vous pouviez nous rapporter ce jour? Donc, ça fait aujourd'hui 37 ans. Et nous qui avions souffert pour le 6 avril 84, nous regrettons toujours parce que depuis cette date, personne ne pense à nous. Moi qui suis assis devant vous, je devais mériter mes avancements en grade et tout et tout. Jusqu'à là, je ne les ai pas. Et ça me fait beaucoup souffrir moralement et physiquement. Et dans ce 6 avril 84, j'ai un os du bras droit qui s'est cassé dans l'avion parce que c'est moi qui faisais sortir les parachutistes pour sauver le président de la République. Vous dites avoir sauvé le président de la République, mais vous avez fait la prison. Effectivement. Pourquoi? Je ne sais pas la cause. Vous avez fait combien des années en cellule? J'ai fait 7 ans, 2 mois en cellule. 7 ans, 2 mois. Oui. Voilà. Monsieur Tuisna Ghana, pourquoi donc vous et beaucoup d'autres nordistes ont fait la prison? C'est vrai que vous venez de dire que vous ne le savez pas, mais qu'est-ce qu'on racontait et qu'est-ce que vous, prisonniers, aviez raconté entre vous? Bon, c'est que on disait que nous sommes les éléments d'Amadou Ahidjo. Les moutons, les nordistes, les Wadjas rentrés chez vous. Bon, en ce qui concerne le coup d'État, moi je suis neutre, je le dis et je vais le dire plusieurs fois. Le président Amadou Ahidjo était là comme Biaki là aujourd'hui. Bon, les nordistes, si on est nordiste, on ne doit pas le placer en prison parce que le nord n'est pas une division du Cameroun. Parce qu'il y a le nord du sud, il y a le nord de Douala, tout ça. Bon, nous avons été mis en prison, c'était une grande jalousie, je peux dire, c'est-à-dire c'est un tribalisme qu'on ne peut pas oublier. C'était du tribalisme. Vous étiez combien en prison? Bon, le nombre total de prisonniers, lorsque je suis arrivé, ils étaient à 348. Est-ce que vous avez certains noms qui vous reviennent? Bien, j'ai le camarade paix à son âme, le sergent-chef Tapmo Jean Baudelaire, le commandant Moussa de la marine et le commandant Ibrahima qui était à la garde présidentielle dans le temps d'Ahidjo, et M. Dakole Dessala, M. Nyat Djifendi, l'actuel président du Sénat. Oui, du Sénat. Il a aussi fait la prison. Il a fait la prison avec nous. Avec vous. Oui. Dakole Dessala. Dakole Dessala, M. Nyat Djifendi, qui est aujourd'hui le président du Sénat, nous avons souffert ensemble. D'accord. Ok, voilà, adjudant Tuisna, vous êtes dans le maillot d'Anaï, plusieurs années à la retraite, c'est ça? Oui. Combien d'années? J'ai 32 ans de retraite.
Alors là, vous êtes parti avant l'âge? Pas avant l'âge. L'âge normal, je suis entré dans l'armée le 14 novembre 67 à l'âge de 19 ans. Et je suis mis en retraite après la prison. J'avais 31 ans de service. Oui. Et actuellement, je totalise 32 ans de retraite. D'accord. Oui. Bon, vous parlez de personne ne pense sur vous. Oui. Comment? Mais oui, je devais avoir mes grades comme tout le reste. Les gendarmes qui étaient avec nous, condamnés, mais libérés, ils ont eu leurs avancements. Aujourd'hui, il y en a qui sont au grade le plus élevé, adjudant-chef et maréchal de logis-chef. Bon, major, là, ça, je n'en compte pas. Mais pour moi, je suis oublié complètement. Je ne sais pas quelle est la faute commise contre cet État. Plus de 6 ans en prison. Oui, 7 ans, 2 mois. Oui. 7 ans, 2 mois, voilà. Oui, 7 ans, 2 mois. Et racontez-nous un peu le calvaire qui se vivait à l'intérieur de la prison. Bon, monsieur, vraiment, le calvaire était horrible. On nous refusait l'eau, simple. On nous donnait par jour un pain de 100 francs plus 2 boîtes de sardines. Et on ne sait à quelle heure ce pain venait. On nous mettait à l'intérieur. Presque on a passé le temps à l'intérieur, en prison. On ne nous laissait pas dehors. On disait qu'on allait fuir. Bon, nous avons trop souffert. Il nous a seulement manqué de chercher les cafards là pour manger. Parce que beaucoup sont morts à cause de la famine et à cause de la soif. Bon, on n'avait pas accès aux soins. On se signale malade, on dit mourrez tous. Je vous donne un exemple d'un capitaine, Madame Dogo. Un gars Kotoko que j'ai eu à le former. Le gars avait la panthésite. Nous avons cogné par les portes pour qu'on vienne le prendre et l'amener à l'hôpital. Ils ont refusé. Et le gars a succombé. Un capitaine, un instructeur géant de l'armée camerounaise. Alors, j'ai dit bien, tous les parachutistes camerounais, c'est moi qui les ai formés à Koutaba. Bon. Et jusqu'au push, c'est moi qui ai lâché les parachutistes pour sauver le président Paul Biya. J'étais le tout seul moniteur. Et ce lâcher m'a beaucoup traumatisé. paix à son âme, Djonga, vous étiez proche de lui. Oui, Djonga était notre chef. À l'époque, il avait quel grade? Il était capitaine à Koutaba. Il était avec nous. Voilà. Et quelle était votre relation? Avec Djonga? Oui, bien sûr. Enfin, Djonga était mon chef, mais pas de relation particulière avec lui. Parce que j'étais son subordonné. Et lui aussi avait fait la prison? Non, Djonga n'a pas fait la prison. Ben, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que presque tous les gars du Nord... Les gars du Nord qui se trouvaient à la gendarmerie et ceux de l'armée, tu connais ou tu connais pas, tu es arrêté. Et on te foutait dans la prison là. D'autres ont été même exécutés sans cause. Bon, d'autres, comme moi, j'ai été gardé à vue. Gardé à vue pourquoi? La faute est laquelle? Lorsque quelqu'un est en faute, on le juge, non? Mais je n'étais jamais devant la barre. On ne m'a jamais jugé. C'est lorsqu'on m'a libéré, je trouve sur mon bulletin de notes, gardé à vue. Gardé à vue pourquoi? Hein? Alors dites-nous, est-ce qu'il y avait quand même coup d'État, même si vous ne savez rien dedans? Bon, le coup d'État là, je suis déjà à un âge élevé. Tout ce qui s'est préparé comme coup d'État, moi, je n'en sais rien. J'étais détaché en Gaoundal comme instructeur. C'était là ma préoccupation. Il y avait quand même de brebis galeuses qui ont essayé? Enfin, je ne sais pas. Puisque ce que les gens ont fait et toi tu ne connais rien, il ne faut pas confirmer que c'est ça. Bon, moi j'étais de Koutaba détaché à Gaoundal pour une année scolaire. J'étais instructeur. Bon, le 2, 3, j'ai conduit donc un contingent des élèves officiers à Koutaba.
pour suivre la formation parachutiste. Et le 6 avril 84, à 4h30 du matin, j'étais en train de faire un cross long de 8 km aller comme retour, programmé par la compagnie dont j'étais. Et grande fut ma surprise, le 21 juin, je suis convoqué par le ministre André Tchungi, que je vienne rapidement à Yaoundé. Et lorsque je suis arrivé à Yaoundé, j'ai eu des injures, mutins, et Aoussa, bon, amenez-le en prison. C'est le ministre en personne? Mais le ministre, il a fait une note, non? D'accord. Hein? Il a fait une note, et cette note a été exécutée. Oui. 32 ans de retraite sans droit? Sans droit dans le grade. Dans le grade? Oui. D'accord. Oui. Donc vous avez gardé juste le grade que vous avez abandonné? Oui, le grade. D'accord. Parlez-nous donc de vos anciens camarades. Quelles relations vous gardez de nos jours? Bon, mes anciens camarades avec lesquels nous avons fait la prison. D'autres sont morts, d'autres sont vivants. Bon, nous penchons toujours auprès du président de la République. D'autres qui n'ont pas eu des avancements tels que comme moi, mais ils doivent nous passer dans nos avancements en grade. Même en retraite? Mais oui, si on ne me mettait pas en prison, je serais aujourd'hui à quel grade? Hein? Qui m'a mis en prison? C'est pas le commandement en place là. Bon, ils m'ont mis en prison sur quelle faute? Qu'ils me disent la faute que j'ai causée. Est-ce que j'ai refusé de lâcher les parachutistes? Je l'ai fait et j'étais seul. Et c'est interdit. C'est interdit dans l'armée. Un parachutiste ne doit pas travailler seul dans un gros porteur comme le C-130. Voilà, en passant, je dois rappeler que vous étiez formé en France avec certains Camerounais. Est-ce que d'autres sont encore vivants? Bien, j'étais moi seul, à Pau. France. En France, à Pau, pour suivre la formation de moniteur parachutiste. J'étais à Pau. J'étais seul, le seul Camerounais. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a donc des Camerounais qui ont la même formation que vous? Oui, il y a des Camerounais qui ont la même formation que moi. Mais ce jour, vous savez mon fils, je suis tombé dans l'embuscade. Vous savez le pourquoi? Bon, je me pose la question de savoir aujourd'hui, on était au total 8 moniteurs parachutistes. Bon, les 8 là, sauf moi qui viens de Gaoundal, eux, on les a menés à Douala, c'est pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Il n'y avait pas un saut programmé à Douala. Hein? Moi, je suis arrivé à Koutaba, je trouve un événement devant moi le 6 avril 84. Me voici en train de conduire 315 élèves parachutistes, y compris 45 élèves officiers, dans lesquels il y a 3 Burkinabés et 2 gars du Niger. Mais après tout ça, je me lance au largage. J'ai eu une fatigue terrible. Je remercie le bon Dieu qui m'a sauvé avec ce que j'ai lâché. Et dans ma pensée, je crois que je serai récompensé par le président de la République. Or, c'est la prison qui vous attendait. C'est la prison qui m'attendait. Jusqu'aujourd'hui, si je le vois même ici devant moi, je vais lui dire que papa, tu m'as oublié. C'est pas ça la vie. Un homme comme lui, il doit regarder d'abord ce qui se passe. Prenez, gardez-la, ça n'existe pas. Le droit de l'homme. Mais pendant ce temps, vous avez écrit des lettres. J'ai écrit profondément des lettres que j'ai adressées. Au chef de l'État? Au chef de l'État. Bon, soit il a reçu, soit il n'a pas reçu. Ça, j'attends toujours. Et je ne vous cache rien. Tout récemment, j'ai écrit au Premier ministre, et encore à l'ambassade de France qui est au Cameroun. J'ai exposé mon problème à eux. Bon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune situation qui me parvient. D'accord. Alors, avez-vous un mot de fin à laisser à l'intention de tous ceux qui vont voir votre vidéo sur le forum de l'Aigle du Sahel? Bon, ce que je vais laisser comme intention,
Je demande à mes camarades avec lesquels nous avons souffert, nous avons beaucoup perdu, d'avoir le même courage que moi et on reste avec le nom de Dieu. Terminé. Merci.